Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans le MAG sur Sud Radio. On est heureux d'être avec vous, on est heureux de parler de rugby, de sport bien sûr, avec toute l'équipe. Alexandre Priam, Quentin Gabanis qui sont là depuis 15 heures. Vous sur les réseaux bien évidemment, avec Adrien Abadi qui mène tout ça à la baguette. Et puis bien sûr, notre team, nos consultants, Johan Huget. Bonsoir. Johan se fait discret pour l'instant et Philippe Spanghero est là. Salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Bon, d'entrée, Johan Huget. Carton jaune. Excusez-moi, je suis là. Ouais. C'est clair, mais ça doit être c'est peut-être un problème technique. On va mettre ça sur la technique. Exactement. C'est exactement ça. On est à deux doigts de t'enlever un point déjà pour le qui je suis. Attention. Voilà. Bien sûr, il n'y a que comme ça que ça marche. Alors. Est-ce que tout va bien quand même? On a vécu une belle 9e journée, un beau multiplex. On va y revenir, bien évidemment, messieurs. On va y revenir parce que c'est vrai qu'on est assez impressionné par certains résultats et on va peut-être commencer par les récapituler ces résultats dans le MAG avec vous, Alexandre, les 4 matchs que l'on a suivis en plus du match de l'après-midi. Ouais, avec la victoire déjà, c'était le premier match de la 9e journée du top 14, le succès de Toulon face à Pau 36-13, succès bonifié du RCT face à la section paloise. Ensuite la victoire aussi bonifiée de La Rochelle face à Perpignan, victoire bonifiée aussi de Castres face à Lyon 29-14, La Rochelle-Perpignan c'est 35-6. Pas de bonus pour Bayonne face à Montpellier 34-19, mais bonus non plus pour Oyonnax à domicile qui se les fait chipper par l'Union Bordeaux-Bègles qui s'impose de 6 unités d'écart, 29-23. Ce bonus offensif qui s'est volatilisé au moment de la transformation de Maxime Lucu. Au classement, toujours Toulon leader, c'était le cas avant ce multiplex, c'est toujours le cas désormais, 28 points, tout comme le Racing 92 qui jouera ce soir sur la pelouse de Clermont. 28 points, c'est aussi le total de Castres. 6 victoires, 3 défaites, 28 unités. 4e Pau, 27 points. 5e Toulouse qui jouera ce soir face au Stade Français Paris. Demain soir, ce dimanche soir, avec les deux équipes qui sont toutes les deux à 23 points. 23 points aussi pour l'UBB à la 7e position. 8e La Rochelle. 9e Clermont. 19 points pour Clermont et pour Bayonne. Clermont ayant un match en retard ce soir face au Racing. 11e Oyonnax. 12e Lyon. Et il y a quand même urgence chez les Lyonnais. 13e Perpignan et puis 7e Montpellier, 7 points 14e pour Montpellier, 7 unités en 9 matchs pour le MHR. 8e défaite d'affilée, on y reviendra dans un instant. Arrêtons-nous quand même sur cette victoire d'abord de l'Union Bordeaux-Bègles à Oyonnax, victoire on va dire acquise un peu miraculeusement, Johan Huget, voilà, c'est encore grâce à un ailier, j'ai envie de dire, et quel ailier? Louis Bielbiarré. Oui, bien sûr, c'est une victoire miraculeuse. Parce que TC pour moi il y est pas en fait à la fin. C'est on voit pas de pression, de Louis Bielbarré. Il a il a l'opportunité de suivre le ballon. Il est dessous et il est récompensé. Mais sur l'action en elle-même, toi c'est le toucher à terre qui te dérange. Ouais, bien sûr, il glisse et le ballon part aussi devant, donc c'est un peu dérangeant parce que malgré tout, le Oyonnax avait fait l'effort de revenir à la partie, mais il faut féliciter les Bordelais qui ont fait preuve d'abnégation parce que le terrain, les conditions étaient vraiment difficiles pour jouer. Donc félicitations à eux, les cadors, on va dire les cadres ont répondu présent, les internationaux ont répondu présent. Donc c'est une équipe qui monte en puissance. Erreur d'arbitrage ou pas alors si on suit Johan sur ce toucher à terre de Louis Bielbiarré, Philippe Spanghero? Je suis plutôt d'accord. Pour moi, s'il a touché à terre, il est avant la ligne. Et ensuite, il n'a pas le contrôle du ballon et en glissant, il le pousse. Mais je trouve que les images sont pas très nettes et que cette décision, elle est dure pour les Oyonnax. Après, elle est rapide aussi, Philippe. Ouais, il la prend très vite. Il la prend très vite avant de bien étudier la vidéo. Donc, c'est vrai que c'est dur. Mais ça permet à ces Bordelais de changer de dynamique dans ces fins de match parce que on était quand même dans le même registre de ce qu'on voit et de ce qu'on souligne depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'il y a cette même mise en première période où on sent vraiment qu'ils ont la main sur ce match, et puis ça se délite, il y a de l'indiscipline, ils permettent aux Oyonnax de revenir dans ce match,
et on pensait que l'issue une nouvelle fois allait être défavorable à ces Bordelais. Mais là, au caractère, ils arrivent sur un coup du sort et puis un fait de jeu à repartir avec une victoire de Maton, ce qui est pas facile parce qu'on sait que les Oyonnax sont durs à manœuvrer, et ça amène les Bordelais aux portes du top 6. Ils ne sont pas encore, mais voilà, on sent, comme tu le disais, Johan, qui monte en puissance, et vraiment les internationaux jouent leur rôle et tirent cette équipe et cette dynamique vers le haut. Alors moi je voudrais pas vous contredire, mais vous savez que on a eu avant la Coupe du Monde beaucoup de réunions avec le corps arbitral. Voilà ce que j'ai noté dans toutes les réunions que j'ai eues. Il y a essai dans l'en-but. Pas besoin de contrôler le ballon, mais il faut qu'il y ait un contact et non une pression. Terre, ballon, main dans l'en-but. Terre, ballon, main. Et pas forcément une pression de haut en bas. Donc même un doigt dans l'en-but, voilà ce que moi je ressors de mes notes. En tout cas, donc à ce titre-là, quand je lis mes notes que j'ai si bien et soigneusement prises, je me dis que l'essai de Louis Bielbarré est bon. Mais j'entends ce que Johan tu dis. Donc voilà, il n'empêche quand même que Bielbarré a été opportuniste d'aller parce qu'il y a quand même une grosse bévue d'Oyonnax à ce moment-là. Et lui, on joue la 78e, le terrain est enneigé. 76. 76e. Le terrain est enneigé et il y va. Et bon, après il y a l'effet, il y a la faute. Il y a deux fautes. Hein. Ouais, il y a deux fautes de Oyonnax quand même qui sont. Alors le deuxième, je pense qu'il a peur de reprendre le ballon qui est tombé devant, donc il a peur d'une pénalité ou d'un essai. Mais en tout cas, il doit au moins, tant pis, jouer la faute et se jeter sur le ballon. On peut pas laisser un ballon comme ça dans un en-but, c'est trop dangereux. Est-ce que ça peut ressembler à, on va dire, à un déclic pour l'UBB, parce que il y a eu des bonnes choses, hein, vous l'avez dit d'ailleurs, et Philippe l'a rappelé, des bonnes choses, mais il a manqué peut-être aussi depuis le début un petit quelque chose. Est-ce que une saison, ça peut basculer comme ça, Johan ? Bien sûr, il valide en fait tout le travail qui a été fait durant des semaines maintenant. Depuis le match de Toulouse, ils ont perdu ce match et puis après c'est devenu on va dire une habitude. Ils ont réussi à couper et à casser ce cercle un peu négatif, et pour entrer maintenant essayer de travailler dans la continuité et de travailler sur le contenu. Le contenu, c'était ces fins de match où ils avaient du mal à gérer. Mais là, on est obligé de dire qu'ils ont progressé. Il y a cet essai-là, mais ils sont allés se le chercher. Ils ont fait preuve d'abnégation parce que à la fin, c'est pas gagné pour les Bordelais. Ils ont fait preuve de caractère, je trouve, sur ce match. Et une statistique qui va avec ce qu'on dit de l'Union Bordeaux-Bègles, l'UBB qui a marqué donc 24 essais depuis le début de la saison, 18 par les trois quarts. Ce qui est quand même oui, beaucoup de penauds, mais quand même 18 par les trois quarts, ce qui montre la force qu'ils ont dans cette ligne arrière, qui encore une fois aujourd'hui a marqué je crois qu'ils ont marqué les 4 essais. Jalibert, Penaud, Bielbarré, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Après on parle de Damien Penaud, mais les autres trois quarts font un travail remarquable pour le mettre dans des dispositions, parce qu'encore aujourd'hui il est à la conclusion Bon, il va se chercher le premier, mais le deuxième, il est très très bien décalé par Nance du Coin. Ouais. Nance du Coin, effectivement, qui fait un très très bon début de saison. On sent qu'il a été complètement relancé. Qui est toujours en discussion pour sa prolongation. Ouais, il a été relancé par Yannick Bru et que il joue un peu le rôle des anciens là face à cette équipe de 5 étoiles derrière. Et en tout cas, ils l'ont emporté 29-22. Autre performance aujourd'hui, celle de Bayonne. On l'a dit, 34-19 face à Montpellier. Philippe Spanghero, que retenez-vous? La belle victoire de Bayonne, une énième victoire à Jean Daugé, je crois que c'est la 16e consécutive, ou plutôt la défaite, encore la 8e consécutive de Montpellier. On est obligé de retenir un peu des deux. Je crois que cette victoire, elle était vraiment importante pour les Bayonnais. On l'avait dit. Ils avaient voyagé beaucoup plus que ce qu'ils avaient reçu. Il y avait un décalage. Il fallait prendre des points à domicile pour rester collé à ce qui pourrait ressembler au haut du tableau, même si on est encore tôt dans la saison. Mais par contre, ce que je retiens aussi, la semaine dernière, pour moi, c'était dur de voir si
tôt aussi rapidement l'effet de ce changement de staff. Là, il y a une semaine de plus de travail. C'est ce manque de caractère collectif quand même qui frappe du côté de Montpellier. On sent l'équipe assez apathique et pas dans la combativité. Dès qu'ils ont décroché, perdu le fil, même sans être très décroché au score. On a vu un semblant de regain à la 60e avec cet essai là sur la percée de Boutier. On pensait vraiment que ça allait être l'étincelle et qu'il allait avoir une fin de match vraiment intéressante du côté du MHR, et puis non, on l'a pas vu une nouvelle fois. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Oui, c'était dur quand même. C'était dur quand même, Philippe, parce que quand tu regardes, Béconnier, il fait 18 plaquages aujourd'hui, Paul Villemc, 18 plaquages aussi. Devant, moi, je les ai pas trouvés totalement à la rue. Hein. Les joueurs de l'UBB, c'est plutôt chez les trois quarts. Ils ont pas le ballon, ils ont pas beaucoup le ballon, il faut bien qu'ils plaquent. Hein. Non mais c'est surtout chez les trois quarts pour moi qu'il y a un problème. Nadir Mekdoud aujourd'hui c'est 6 défenseurs battus, François. Il a navigué comme il voulait dans la il naviguait comme il voulait dans la défense du MHR, Johan. Ouais, et non, t'as tout à fait raison, c'est des plaquages relâchés alors qu'ils ont les mecs dans les bras, ils les ont et ils les relâchent 2-3 fois et ça, ce qui permet à une équipe d'être dans l'avancée perpétuellement. Donc aujourd'hui, leur problème il est clairement défensif. Quand on se va à l'extérieur, de prendre autant de points, on sait que pour gagner à l'extérieur, il faut prendre moins de 20 points. Donc, en prenant 34 points, ils sont sûrs de jamais gagner un match à l'extérieur. Mais au-delà de ça, c'est le contenu et ce qui montre en défense. Le plan offensif, il vient d'une fois qu'on s'est rassuré en défense, j'en suis convaincu. Et aujourd'hui, leur gros problème, c'est la défense. Oui, le problème effectivement de Montpellier Défense, et a priori ça ne devrait pas plaire au directeur de rugby ou à Patrice Colazo. On devrait sortir les boucliers dans les prochains jours, et peut-être que la trêve européenne après cette 8e défaite consécutive devrait faire du bien à cette équipe de Montpellier. On va se retrouver dans un instant pour parler du leader Toulon qui l'a emporté aujourd'hui 36-13 face à Pau. Ce sera Pierre Mignoni qui sera avec nous en direct sur Sud Radio. Vous restez avec nous, le match continue. À tout de suite. Au cœur de la mêlée, le magazine de Sud Radio, la radio du rugby, pour revenir bien sûr sur l'actualité rugby du week-end, mais également de la semaine. On va y revenir dans une petite demi-heure. On fera un gros focus sur le meilleur livre de rugby, le prix Bibliothéca, avec Benoît Janté, son auteur qui est avec nous. Le ciel a des jambes, c'est le titre de votre livre. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir François. Merci d'être avec nous en direct, bien sûr. Grand fan de rugby, vous êtes le bienvenu pour interagir avec nous et accueillir notre invité Pierre Mignoni, l'entraîneur-manager de Toulon. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. La voix est préservée relativement, Pierre. Hein. Il a fait froid sur Toulon. Ouais, il a fait froid effectivement. On va y revenir. Autour de la table sur cette émission de Sud Radio, il y a Alexandre Priam, il y a Quentin Cabanis, il y a Johan Huget, notre consultant, et Philippe Spanghero également présent. Pierre, ce soir, Toulon est leader. Ça, j'imagine que c'est des moments qu'on apprécie quand on est entraîneur. Oui, bien sûr qu'on apprécie. Mais bon, on est leader. Il faut attendre les derniers matchs et puis bon, il faut surtout attendre les prochains. Donc voilà. Mais c'est bien effectivement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un peu cette consistance en termes d'équipe, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, victoire 36-13, on le rappelle, 5 essais à 2, avec un bonus décroché dans les arrêts de jeu, on va dire à la fin après la sirène, à la 83e minute, et c'est d'Esteban Abadi. Voilà, c'est un peu un symbole finalement, Esteban Abadi, pour cette équipe de Toulon, j'ai l'impression. Il était capitaine aujourd'hui. Ouais, mais Esteban, il fait un très très bon début de saison sans les internationaux. Il est sur la même lancée. C'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup et c'est une recrue auquel je suis franchement très très satisfait. Ouais. Bon, Johan, Philippe, Alexandre, une petite question pour Pierre qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir en direct sur Sud Radio. Alors je me lance en priorité. Bonsoir Pierre, pas de questions, mais une remarque. C'est vrai que on sent quand même un déclic du côté du RCT, qui était nécessaire aussi dans le rapport à ce qui se passe autour du club, parce que c'est vrai que c'est un club particulier dans son rapport aux supporters. Ça rajoute pas mal de pression sur le sportif, j'imagine. Mais vraiment, on a vu la profondeur de banc avec ce coup à Clermont.
Est-ce que cette victoire à l'extérieur, elle a déclenché quelque chose dans le groupe, dans la certitude que vous pouvez aller faire des coups à l'extérieur et aller chercher quelque chose cette année? Oui, tu as dit beaucoup de choses, mais pour moi, ce qui m'intéresse par rapport à l'année dernière, parce que ça fait que 16 mois ou 18 mois que je suis au club, c'est l'année dernière, on avait une équipe, et là, moi, ce que je cherche, c'est d'avoir un groupe de 40 joueurs auquel les joueurs peuvent se challenger et pas être en attente toujours des uns et des autres. Donc ça, c'est la première des choses. Après, la pression à Toulon, c'est classique. Hein. Si tu supportes pas ça, et peux pas venir entraîner ici et encore moins jouer. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Si ce n'est que, voilà, il faut créer cette confiance avec le public. Il faut que cette équipe aussi soit beaucoup plus consistante que ce qu'elle a été depuis pas mal d'années et en ce qui me concerne depuis l'an dernier. Donc voilà, après, c'est un travail de reconstruction. Déjà pour moi qui a commencé l'an dernier, et aujourd'hui on est uniquement sur le bon chemin. C'est pas de la langue de bois. Il faut travailler dur. Il faut des mecs qui se remettent en question. Il faut des mecs qui travaillent, qui fassent pas semblant, hein, parce qu'on a trop fait semblant à mon avis la première année en ce qui me concerne, et là aujourd'hui j'ai le sentiment qu'on fait beaucoup moins semblant. Voilà. Et tu l'attribues à quoi? Justement à l'arrivée de ces nouveaux joueurs qui ont insufflé une nouvelle énergie, ou c'est le travail qui paye entre guillemets? Non, c'est les deux. C'est les deux. Pour moi, tout projet il se construit avec des hommes qui y croient, des hommes qui montrent l'exemple tous les jours. Johan le sait très bien, qui tire les autres vers le haut. Voilà, donc qu'il y ait une concurrence saine, qui se challenge entre eux. Après nous, oui, le staff, on met beaucoup d'exigences et de rigueur et de plaisir aussi, mais c'est surtout entre eux, quoi. Les choses doivent se faire entre eux. Moi, quand je jouais, j'attendais pas que le coach me dise ce qu'il faut faire. Il me semble qu'on ne faisait pas toujours des bons matchs, mais en tout cas, l'exigence, on se la mettait entre nous. Et l'an dernier, je trouvais qu'on était absent de ce côté-là. Absent. Johan, peut-être, ou Alexandre, ouais. Parce que je sens qu'Alexandre est parti. Vas-y, Johan. Non, salut Pierre. Juste pour revenir sur ce que tu dis, et je te laisse la technique, tu as été plus compétente que moi, mais je voulais juste... tu as fait une interview la semaine dernière en disant que tu sentais qu'il se passait quelque chose dans le groupe. Tu comparais à l'année dernière, quand tu dis que tu sens quelque chose qui se passe, c'est par rapport à quoi? Parce que, tu sais, des fois on sent pas peut-être les hommes ou le groupe. C'est vrai que l'état d'esprit que vous avez fait preuve à Clermont a été remarquable dans la difficulté. L'arbitre, sincèrement, a été dur envers vous. Mais j'ai trouvé, sincèrement, que votre comportement a été exemplaire. Il est exemplaire depuis le début de la saison sur le terrain. Et là, je sentais que tu parlais de hors terrain, quoi. Ouais, je parle des deux, mais tu sais très bien, Johan, que pour moi, tu peux avoir les meilleurs joueurs que tu veux. Et c'est pas notre cas, on n'a pas non plus les meilleurs joueurs de la planète à Toulon. Ça a été le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, il faut une attitude, quoi. Il faut une attitude, et je trouve que sur ça, on est sur le bon chemin. Pour moi, le gros changement, il est là. Il est là. Donc l'arrivée des nouveaux joueurs, l'arrivée des jeunes joueurs qui aujourd'hui comptent beaucoup plus que la saison dernière. Et comme j'ai dit, une concurrence, tu le sais très bien, qui se tient vers le haut, quoi. Voilà. Et les performances que vous faites actuellement, elles sont, enfin, par rapport à l'évolution de l'année dernière, juste pour finir, je trouve que votre jeu, il est en place offensivement, mais votre défense, elle est quand même redoutable. Vous avancez constamment, vous faites très peu de fautes. Voilà, est-ce que tu arrives à mettre enfin ta patte de Pierre Mignoni dans ce collectif? Oui, alors ma patte, oui, si tu veux, mais moi c'est surtout la patte d'un staff, tu vois, parce que je m'appuie beaucoup sur mon staff. J'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit à Lyon, à Toulon avant, bon, à Lyon bien sûr, et maintenant à Toulon. Oui, la patte, oui si tu veux, mais encore une fois, c'est vrai, je cherche pas, je cherche vraiment un collectif, tu vois, et pareil au niveau du staff. Si c'est que Pierre Mignoni qui met l'exigence, ça suffit pas.
déjà je vais m'épuiser. Bien sûr. Là, je suis fatigué. La saison est très longue, les saisons sont longues. Donc j'ai besoin de sentir autour de moi des hommes qui tapent du poing sur la table et qui font avancer les choses, quoi. En parlant de points sur la table, on sait que à Toulon, la relation avec les supporters est à la fois primordiale et parfois pas toujours très facile. Est-ce que il y a eu une grogne des supporters? On a eu la sensation en début de saison. Est-ce qu'elle a eu un effet? Et est-ce que Pierre, vous ressentez justement l'encouragement accru de la part des supporters depuis quelques semaines? On a eu une scène tout à l'heure quand vous choisissez la mêlée à la 80e, tout Mayol s'est chauffé parce que il y a cette valeur de combat. Est-ce que ce petit réseau entre combat, supporterisme est important pour vous au RCT? Et bien sûr, c'est important dans tous les clubs. Mais nous ici, mais c'est vrai que c'est souvent exagéré, dans le bon comme dans le mauvais, mais c'est le minimum. Je crois qu'ici, quand tu joues à Toulon, j'ai eu la chance de jouer depuis tout jeune, de porter ce maillot. C'est la moindre des choses. Ici, les gens, ils veulent voir des combattants, ils veulent voir des gens qui mouillent le maillot, comme on dit, mais ça suffit pas. Il faut donner beaucoup plus sur le terrain. Et puis après, la relation avec les supporters, elle est bonne. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on se parle vrai, en fait. Parce que je crois que le club aussi a fait beaucoup d'erreurs. Il faut le reconnaître. Des erreurs avec des communications, avec plein de choses où les supporters en avaient marre. Donc on s'est réunis, on a parlé, on a mis beaucoup de choses sur la table. On a fait une réunion de 3 heures qui, pour moi, a été bien. Et maintenant, ça suffit pas, on les revoit demain. Il faut qu'on crante des choses pour qu'on s'améliore. Donc ça va bien sûr sur le sportif, mais c'est aussi l'extra-sportif, la communication, le lien avec les gens. Voilà, tout ça, ça se construit. Voilà, c'est ensemble qu'on va le faire. Et c'est ensemble, bien sûr, qu'on va regarder, parce que on va dire la quinzaine européenne démarre avec Exeter. Quelles ambitions, Pierre, pour le RCT en Champions Cup? Non, l'ambition, c'est de jouer à fond. Hors de question qu'on passe à côté de cette compétition. C'est une compétition qui à Toulon était assez historique, avec des titres de champion d'Europe, avec l'année dernière le titre de Challenge Cup. Donc j'ai envie de parler un peu d'histoire, mais vite fait dire que oui, c'est important cette compétition, parce que tu joues la meilleure compétition d'Europe face à les meilleures équipes. Johan le sait, c'est quand même super, quoi. Donc en tant que coach, moi j'ai envie qu'on la joue à fond, les joueurs aussi. On verra ce que ça va donner, parce que on verra où on se situe déjà dans cette compétition. C'est pour moi un révélateur, mais j'espère qu'on va pas être spectateur de ça. Donc on reçoit Exeter et on va à Northampton. Bon voilà, on a déjà deux gros matchs, quoi. Et oui, et des gros matchs, et il y en a tous les week-ends entre le top 14 et la Champions Cup. En tout cas, ça a très très bien démarré pour vous, et notamment après ce succès bonifié aujourd'hui aux dépens de Pau, 36-13, avec donc ce 6e succès en 9 journées. Merci Pierre Mignoni d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir, et surtout un petit thé avec du miel, là, peut-être un truc pour la gorge quand même, hein, Pierre. Hein. Oui, c'est ça. Allez, à bientôt Pierre, sur l'antenne de Sud Radio. Merci. On va se retrouver dans quelques secondes, bien sûr, sur Sud Radio pour le tour de l'actualité. Et puis, on va ensuite parler du meilleur livre de rugby. Voilà, c'est une fiction, Le ciel a des jambes, c'est ça? Ou à des jambes. À des jambes. Le ciel a des jambes, c'est un beau titre, déjà. Et on va en parler dans un instant avec son auteur qui est avec nous, Benoît Janté. À tout de suite sur Sud Radio. Au cœur de la mêlée, on va dans quelques minutes parler du livre de Benoît Janté, Le ciel a des jambes, voilà, qui a obtenu le prix du meilleur livre de rugby, le prix de Bibliothéca, et qui est un livre de nouvelles dont on parlera d'ici une dizaine de minutes. Il est avec nous, Benoît, on le resalue bien sûr, tu interviens quand tu veux. Voilà, parce qu'aujourd'hui, à 19h30, dans le MAG sur Sud Radio, il y a Yoann Huget, il y a Philippe Spanghero, il y a Alexandre Priam, Quentin Cabanis, toute l'équipe est là, et on fait toujours le tour de table de l'actualité. Yoann, cette semaine, qu'as-tu choisi? Qu'est-ce qui t'a marqué dans le week-end, dans la semaine, et sur lequel tu voulais revenir? L'actualité, c'est le retour en grâce ou en forme de Rafael Nadal, qui en tarde de juger son niveau, de savoir où il en est, s'il a bien récupéré, et de cette légende qui nous a tant manqué sur les terrains.
Ouais, beau. 600e mondial. Beau retour. Ouais, mais enfin là, je pense que le classement ATP, il s'en moque un petit peu. Je crois aussi, ouais. Surtout, il aura toutes les invitations. Voilà, ça, oui, ça c'est clair. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va repartir sur la tournée australienne, effectivement. Et donc, ça veut dire qu'il reprend la saison dans une année 2024 où il y aura Roland-Garros et un deuxième Roland-Garros avec les Jeux Olympiques à Peut-être Paris. les JO en double avec Alcaraz. Ouais. Ça serait extraordinaire. Ça peut être sexy, effectivement. Ça peut envoyer du bois. Et j'avais oublié aussi l'actu, c'est Julien Thomas qui a repris aussi le rugby à Dubaï. C'est pas pareil. Il y a Pamiers, j'ai pensé à toi, Johan. Tiens, à Dubaï où il y a le Seven, tiens Alexandre, on en a pas parlé, ça s'est pas très bien passé pour les garçons, hein. C'est le premier tournoi du circuit mondial. C'est une petite parenthèse de l'actualité dans le tour de table. C'est un tiroir dans la table en fait. C'est un tiroir dans la table, et d'ailleurs ça convient plutôt pas mal, hein, on peut le dire ainsi. Non, ça s'est pas bien passé pour l'équipe de France. Alors ça avait bien commencé, un 35-0 face à la Grande-Bretagne, et puis derrière une défaite 40-5 face aux Fidji, et puis un revers 26-14, pas de quart de finale pour l'équipe de France masculine. Mais pour les filles, c'est beaucoup mieux. Succès 29-0 face au Canada, et derrière victoire 28-7 face à l'Espagne, et puis enfin victoire face aux Américaines 38-5. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Et les Bleus donc qui sortaient bien avec 9 points, leader donc du groupe C pour les quarts de finale. Et il y aura donc un France-Fidji en quart de finale. Ça c'est à noter pour les garçons. Et bien c'est une élimination. On va essayer de jouer la 9e ou 12e place avec un France-Espagne en demi-finale pour essayer d'être au mieux 9e. La consolante, on va dire. Allez, consolante qui fait mal, qui console pas grand-chose. Avant d'arriver au tour de table de Philippe Spanghero, juste quand même, Johan, vous y croyez ou pas à ce retour, en tout cas à ce qu'il soit au niveau de Djokovic, par exemple, dans 5 mois à Roland-Garros, Nadal? Moi, je pense qu'il a ça en tête. C'est sa priorité, c'est la terre battue. Et je pense que s'il revient, c'est qu'il a la capacité d'être, vous savez, un champion, s'il a envie de revenir 37 ans, quand même, après. Oui, mais après tout ce qu'il a connu, il rend la raquette et voilà, il va s'amuser avec vous au Stade Français, et puis voilà. Mais là, s'il revient, il a l'ambition d'être le meilleur, le meilleur, parce que c'est voilà, exactement. Mais là, il va être le meilleur. J'en suis sûr qu'il va revenir parce qu'il a quand même un sacré mental, le garçon. Ouais, et Johan, je vois que vous essayez, enfin, tu essayes de me chambrer, mais je pourrais te dire qu'il non, pas du tout. Tu joues au tennis. Il pourrait avec toi. Bon, moi, je joue pas au tennis. Non, mais il connaît bien le tennis. Johan, il mangeait des riolets au Stade Toulousain Tennis avant l'entraînement. Philippe, tiens, on pensait qu'il était parti, Philippe, et d'un coup il est là. Voilà, là, ça fait plaisir. Le tour de table justement de Philippe Spanghero cette semaine, qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est l'annonce de notre ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a réaffirmé l'ambition très élevée de 80 médailles pour les Jeux de 2024. Voilà, on peut légitimement se poser des questions, surtout quand on voit la performance de l'équipe de France d'athlètes aux derniers mondiaux à Tokyo. Voilà, je trouve qu'on a loupé le coche. Alors j'espère me tromper et je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je trouve qu'on avait une occasion unique de donner une place au sport dans notre pays avec le focus et l'éclairage des Jeux, et qu'on n'a pas vraiment su prendre le virage, et que là on est un peu dans la méthode Coué, parce que factuellement il n'y a pas grand chose qui nous permet d'espérer 80 médailles. Alors l'ANS, l'Agence nationale du sport, a priori identifié 107 médailles potentielles. Mais bon, tout ça, ça dépend de nous et de nos médailles potentielles. Je sais qu'aujourd'hui, on met la data sur tous les niveaux, mais il faut... mais dans les 107 médailles, on compte 15 médailles pour une médaille par chaque handballeur ou pas? Chaque joueur compte une médaille ou pas? Sérieusement, François, moi je me pose... Il n'y a pas les Jeux, il y a les Jeux paralympiques aussi. Non. Les paralympiques, sur les mettent 90 à part. Mais juste, je me pose la question. Je suis toujours très gêné quand j'entends une ministre dire je veux 80 médailles et un top 3 ou top 5. Je veux dire, des médailles, ça ne se prévoit pas. Enfin, pas comme ça. Je trouve que c'est quasiment anti-sportif, en fait. Non, mais ce genre d'exigence. On est dans un discours politique pur où elle réaffirme juste le discours d'Emmanuel Macron il y a quelques années déjà, quand il avait reçu toutes les délégations sportives à l'Élysée, et qu'il avait fixé cet objectif-là. Donc c'est juste un rappel. Là, on est dans la politique pure. Moi aussi, je suis gêné par la com.
mais en tous les cas, ça me paraît assez on commande pas des médailles. Enfin, tu vois, ça ne se commande pas. C'est comme si la ministre avait dit on va finir 3e de la Coupe du Monde du rugby, ou 1er, ou on doit être champion du monde. Oui. C'est quelque chose qui est incontrôlable. Surtout, ça a vocation à générer du déceptif. Parce que factuellement, aujourd'hui, c'est trop ambitieux. Et tout le monde sera déçu si la France n'est pas au rendez-vous. Mais il y a quand même de grandes chances et des raisons factuelles de penser qu'elle sera pas au rendez-vous de cet objectif-là. Donc voilà, après, rien n'est perdu. Juste pour terminer sur le petit coup de gueule, je pense que on doit quand même continuer à avancer sur la place du sport. Et moi, je trouve dommage de voir des vraies chances de médaille française, parce que moi, j'en soutiens un boxeur. Oui, quand je vois la qualité de ces gens, en fait, c'est des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils doivent gérer leurs sponsors, leurs plaquettes commerciales, leur staff pour aller s'entraîner, faire des stages à l'étranger, et ils ont la tête sans arrêt polluée par le fait de savoir s'ils auront l'argent nécessaire pour se préparer dans de bonnes conditions. Et honnêtement, pour un événement qui se passe en France, et pour les montants dont on parle qui sont honnêtement dérisoires, je trouve qu'on a loupé le coche et qu'on aurait dû beaucoup mieux accompagner nos athlètes. Ouais, mais c'est vrai que ce focus permanent sur cette stat, ce chiffre des médailles, je trouve ça assez ridicule. Et puis je trouve que c'est un truc qui est assez récent. Moi qui ai des cheveux blancs et qui ai couvert quelques JO, je trouvais que c'était, on faisait souvent le bilan. De cross en plus. On faisait souvent le bilan à la fin, mais on partait pas en disant on va faire 40 médailles, 20 médailles, etc. À la fin, on les comptait, on disait on est comme ça au classement. C'était la conséquence des efforts. Mais c'est vrai qu'on mettait pas la pression sur les athlètes avec ce chiffre de médailles. Benoît Jeantet, auteur du livre Le ciel a des jambes, qui est avec nous en direct. Petite réaction. Petite réaction et petite question, messieurs. Vous évoquiez au tout début de ce tour de table l'équipe de France de rugby à 7. Au moment où on parle, où on évoque, à raison d'ailleurs, l'arrivée prochaine d'Antoine Dupont. Moi, j'ai une question qui est peut-être stupide. Y a-t-il des chances que l'équipe de France à 7 ne se qualifie pas pour les JO Normalement, nation haute, normalement, elle doit, enfin, je sais pas. Elle est invitée. Il me semble qu'elle doit être invitée, mais j'ai pas le règlement. Je sais pas si tu. Oui, on a invité. Ouais, on a invité. Si, on a invité. Bon, voilà. Peut-être le tour de table d'Alexandre, parce que là, vous aussi, vous voulez parler de l'équipe de France, mais d'une autre équipe de France, Alexandre. Oui, rapidement, il y avait le tirage au sort de l'Euro 2024 à la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg, exceptionnel endroit d'ailleurs qu'on vous conseille. 6 poules. Le groupe A, Allemagne, Hongrie, Écosse, Suisse, groupe c'est costaud. Groupe B, là très costaud, hein, Espagne, Albanie, Croatie, Italie. Groupe C, Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. Là aussi, hein, c'est pas évident. Le groupe D, celui de l'équipe de France, est à la fois très intéressant pour le chapeau 2 puisqu'on a récupéré l'Autriche dans le chapeau 2, moins bien dans le chapeau 3 puisqu'on a pris les Pays-Bas, et il y aura ensuite un barragiste. Alors ça peut être la Pologne ou l'Estonie, ou sinon le Pays de Galles ou la Finlande. Et puis dans le groupe E, on trouve notamment Belgique, Roumanie, Slovaquie. Groupe F, Portugal, Turquie, République tchèque. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, l'équipe de France s'en est pas mal sorti pour le tirage au sort de cet Euro 2024 qui se passera en Allemagne. Ouais, Johan, petite réaction. Voilà, c'est après il y a quand même un barragiste. Là, on ne sait pas si ça sera. Enfin, c'est compliqué là de savoir qui ça sera, mais a priori c'est abordable. De toute façon, les Français sont parmi ou le favori de cette compétition. Oui, ils sont favoris, mais après aujourd'hui être favori, est-ce que c'est vraiment On va pas leur mettre la pression. Ouais, c'est surtout ça. Mais s'ils exploitent pleinement leur potentiel, on a une très très belle équipe de France, ça c'est sûr. Bon, donc vous les voyez sortir de poule et ça nous rassure. Est-ce que Quentin, tu as un tour de table ? On peut rajouter toujours en football que Lyon, malgré un nouveau changement d'entraîneur avec le limogeage de Fabio Grosso, jouait aujourd'hui et s'est encore une fois incliné face à Lens, 3-2. On parle d'un retour de Bruno Genesio possiblement sur le banc de touche lyonnais, un retour de Juninho en tant que conseiller technique du président une fois par semaine pour Lyon. Donc voilà. À Lyon, c'est plus d'entraîneurs que de victoires quand même. Ah bah c'est 3 entraîneurs déjà depuis le début de la saison et une victoire. Ouais. Et à la fois ils allaient à Lens qui en avait pris 6 en Champions Cup, donc et qui est resté sur 8 matchs sans défaite en Ligue 1. Champions Cup. Oui, ça y est. Oh là là. Et vraiment un mot pour Panier. On est vraiment très très triste pour le club pagnéen, mais là.
Ouais, ça c'est terrible. Vraiment Forfait terrible. général cette saison parce que ça fait 3 matchs que l'équipe n'a pas pu s'aligner, n'avait pas assez de joueurs finalement pour pouvoir disputer la rencontre et du coup forfait général sur toute la saison et l'avenir du club est en danger aussi au niveau financier. Ouais. Ça va de pair, hein. Ça va de pair et le mal était plus profond déjà depuis quelque temps. Ils ont essayé de sauver les meubles, mais l'aspect financier prime sur ces championnats amateurs malgré tout. Hein. Oui, malheureusement, a-t-on envie de dire. Tiens, voilà, moi j'avais juste souligné quelque chose dans l'actualité. C'était du foot, mais c'était un clin d'œil au rugby aussi, puisque l'expulsion temporaire de joueurs va être expérimentée. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'a indiqué cette semaine l'IFAB, l'instance qui gère le règlement dans le football. Et donc, j'aime quand le rugby sert de modèle, parce que voilà, on va dire qu'on n'a pas brillé peut-être sur l'utilisation de la vidéo pendant notre Coupe du Monde. Là, on s'est peut-être rapproché du football, mais autant ces 10 minutes de carton jaune, je pense que ça va leur faire le plus grand bien. Je pense que ça peut aussi redonner un peu plus de discipline. Et puis on pourrait leur suggérer la règle des 10 mètres dès qu'on vient parler à l'arbitre, là, quand il s'agglutine. Mais là, il y a un problème, il va falloir tirer les coups francs en tribune. Hein. C'est pas possible. François, j'ai une petite objection. Il y a Julien Candelon qui vient de m'envoyer un message. Oui. Oula, c'est pas bon ça. Les équipes de France à 7 sont qualifiées parce qu'ils ont fini dans le top 4. Et aussi parce que c'est le pays hôte. Voilà. Pour les Jeux. Voilà. Oui. Pour les Jeux. Et Jeux pour être ultra complet, l'équipe de France de handball féminine s'est qualifiée pour le tour principal du mondial en battant il y a quelques instants l'Islande 31-22. Voilà, on a fait le tour de table de l'actualité et le tour de l'actualité tout simplement. Parlons un petit peu littérature dans un instant sur Sud Radio avec Benoît Jantet qui est avec nous. Avec vous les passionnés de rugby, les auditeurs de Sud Radio, la radio du rugby, 0826 300 300, vous êtes avec nous. C'est le MAG, Yoann Huget est là, Philippe Spanghero également, toute l'équipe est là. On est heureux ce soir d'accueillir le prix Bibliothéca, le prix du meilleur livre de rugby. C'est Benoît Jantet qui est avec nous. Le ciel a des jambes, c'est votre livre et il a donc été primé il y a quelques jours. Bonsoir Benoît. Bonsoir François, il a été primé il y a une semaine exactement à ce moment-là de la soirée. Je crois que j'ai tout oublié. Voilà. Alors, on va dire que c'est le Goncourt de la littérature rapporté au rugby, c'est ça? Le rugby est quoi? Est un fil rouge dans votre livre qui est un recueil de nouvelles, hein? Tout à fait. C'est un recueil de nouvelles et le rugby sert de toile de fond, de prétexte, hein, et de décor d'ensemble. Voilà. Alors, pour en revenir au prix, puisqu'il est tout nouveau, je suis le deuxième lauréat. C'est un prix qui vise à récompenser un ouvrage qui évoque le rugby, toutes sortes d'ouvrages, des fictions, des beaux livres, pourquoi pas des BD dans le futur proche. Voilà. D'accord, ça veut dire que Philippe Spanghero pourrait concourir avec son livre, Philippe. Hein, c'est un petit clin d'œil. C'est où? À quelle adresse? Bonsoir Philippe. C'était dans le Tarn, hein, si je me trompe pas, Benoît Jantet. C'est ça que vous avez. La remise a lieu dans le Tarn, mais le jury se réunit à raison de 2 fois par an, plutôt à Paris, puisque chacun a ses obligations plutôt. Je vous invite à dîner. Ça se fait pas comme ça. Je suis maintenant membre du jury, mais en off, je pourrais vous expliquer quel est le règlement et quels sont les. Je connais pas bien, mais je suis exclusivement dans le sous-domaine. Voilà. Ça a été. Alexandre Priam vous en parlera. Ah oui, très bien, c'est vrai. Ça vous a été remis il y a quelques jours par Philippe Folliot, qui est président de l'association des parlementaires de ce prix, donc la Bibliothéca. Voilà, pourquoi avoir choisi le rugby? Parce que bon, j'imagine si vous avez choisi, on le disait hors antenne, on en plaisantait, c'est un sport de transmission. Vous avez joué forcément. Oui, j'ai joué et une bonne partie de ma famille a vraiment joué. Quant à elle, moi, j'ai coutume de dire que j'ai fait du rugby et que je n'y ai joué que par courte intermittence. On va être tout à fait honnête avec vous. Et puis, c'est un milieu, c'est un univers, c'est un monde dans lequel je baigne depuis tout petit. Hein, mes racines familiales. Remonte aux Pyrénées audoises et là-bas le club qui, comme tant d'autres, qui faisait battre le cœur de tout le pays, de tout le plateau, Lavelanet. Très tôt, très au-dessus de Lavelanet, pas très loin de Lavelanet, club aussi qui terrifiait mon nombre, Quillan aussi, c'est juste au-dessus, c'est l'USPS, l'Union sportive du Pays de Sceaux, qui
dans ses rangs comptait pas mal d'anciens juniors de Quillan et de Lavelanet, surtout des secondes lignes. Voilà, des terreurs. Vous avez joué en région parisienne à l'SPTT, le club de Jonathan Danty. Tout à fait. Ouais. Voilà, c'est club formateur de l'Est parisien, 19e arrondissement, et voilà, vous gardez toujours un contact avec ce rugby amateur? Oui, je le garde, c'est-à-dire que je suis un petit peu les récits, les épopées et de l'Union sportive du Pays de Sceaux et de la SPTT. J'ai des amis qui, parce que vous le rappeliez tout à l'heure, le rugby est un sport avant tout de transmission, vont entraîner les gamins et s'occupent de faire vivre ce club qui n'est plus au niveau entre guillemets. Je mets 3 guillemets au niveau dans lequel il évoluait jadis. Et voilà, c'est des efforts au quotidien, c'est des enfants à conduire souvent par leurs propres moyens jusqu'au match, et c'est assez beau. C'est vrai. Le rugby est vraiment un sport de transmission. C'est pas des paroles en l'air. Alexandre Priam, des paroles en l'air, il n'en fait pas. Bonne question, des questions concrètes. Dans votre livre, Le ciel a des jambes, mélancolie ovale, il y a ce mot mélancolie qui est important. Et je reprends une de vos citations, Benoît Jantet. Quand j'étais plus jeune, je voyais des vieux rugbymen, des vieux crampons, avec des guillemets d'ailleurs, c'est un très joli bar tenu par Jean-Pierre Elissal, des vieux crampons à côté du stade Marcel de Flandre à La Rochelle. Je voyais donc des vieux crampons qui n'arrivaient pas à raccrocher. Je trouve ça beau et triste à la fois. Comment expliquer que se détacher de ce sport est si difficile pour ceux qui l'ont pratiqué ou qui le pratiquent? Et là, Alexandre parle pour lui. Enfin, je ferme la parenthèse. Alors... J'y joue encore, mais je sens que ça va être très dur quand je devrais arrêter. Ouais, je vous crois sur parole. Le rugby est plus qu'un sport. Le rugby, c'est avant tout une quête de fraternité. Si vous voulez, vous rentrez dans un vestiaire, vous oubliez le quotidien, vous enfilez un maillot, une seconde peau, et comme j'ai coutume de dire, évidemment, ça vaudrait aussi pour tous les autres sports collectifs. Mais en fait, ce qui donne le ton au rugby, la première fois qu'on le pratique, c'est le plaquage. Et c'est aussi le fait de devoir construire une relation avec l'autre. C'est presque un réflexe de survie. Et c'est une façon de s'inventer une nouvelle vie. Et une équipe de rugby, c'est une société à part entière. C'est pas que des souvenirs pour la vie, c'est souvent des gens avec qui on n'aurait pas grand-chose à voir en dehors, des gens avec qui on partagerait pas forcément des affinités, mais parce qu'on joue ensemble, ça crée ces liens formidables qui ne se délient jamais, j'ai l'impression. Et Philippe voulait revenir là-dessus justement. Non, mais c'est super intéressant, et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a écrit nous sur les mots du rugby, il y a des mots très forts qui arrivent quand même à exprimer à quel point ce jeu est différent, parce que tu parlais du plaquage. Moi, il y a une phase de ce jeu qui m'a particulièrement marqué et que j'ai aimé écrire, c'est celle du soutien, qui montre en quoi ce jeu est particulier, parce que ça reste quand même le seul sport dans lequel celui qui a passé le ballon a un rôle à jouer en protection de celui à qui il l'a donné. Donc la symbolique, elle est quand même forte. Et en fait, le rugby, pour moi, crée un pacte de confiance qu'on n'a plus dans notre société et qui est hyper rassurant. Et c'est pour ça, après, qu'on a du mal à coupler avec ça. Parce que dans la vie, on se sent quand même souvent un peu seul. Mais dans le rugby, on sait que on le ressent physiquement, ce fait d'avoir besoin de l'autre pour préserver son intégrité physique. Il y a peu de situations dans la vie dans lesquelles on se retrouve menacé dans l'intégrité physique, et quand tu sais qu'il y a des gens qui sont prêts à se faire mal pour toi, ça amène une dimension très particulière dans la relation humaine quand même, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Oui, on va faire réagir Benoît Jantet, bien sûr, auteur du Ciel a des jambes, dans un instant, mais quand même je voulais faire réagir Johan sur ça, sur toi qui viens d'arrêter, Johan, il y a quoi, 2 ans, 3 ans, je sais plus, j'ai l'impression que c'était hier que tu jouais encore. Est-ce que tout ça, ce que vient de décrire Philippe, te manque? C'est pas tant parce qu'on a tellement donné, on arrive à une fatigue mentale plus que physique. Et ce qui me manque vraiment, c'est la vie d'un groupe, parce qu'on vit en communauté. Il faut pas l'oublier. On vit pas à 15, on vit pas à 20, on vit quasiment à 60 entre le staff, entre tout le monde, l'administratif qui est très présent au sein du Stade Toulousain. Donc c'est plus cette vie-là. Et vraiment, ce qui est le plus dur, c'est que ça s'arrête du jour au lendemain. On sort de cet effet, de cette vie sociale, et on devient vraiment Yoann Huget, l'homme, et pas le joueur de rugby.
Oui, ça fait partie des thèmes d'une des nouvelles que vous avez abordées. Je crois qu'il y a 36 nouvelles dans le livre. 36 nouvelles sont des textes assez courts. Ça fait partie des thèmes que j'aborde plusieurs fois. Le manque, en fait. Moi, le rugby, je le vois. Alors évidemment, vos témoignages, ils comptent triplement parce que vous savez de quoi vous parlez. Moi, j'aborde vraiment ces thèmes-là depuis l'extérieur. Donc, je suis très attentif à ce que vous dites là ce soir. Mais il me semble que le rugby en tant que opéra, en tant qu'œuvre d'art, moi c'est comme ça que je le vois. Vraiment, je suis le championnat comme on suivrait une série depuis très longtemps. Ça fonctionne comme tout domaine artistique en fait. Ça repose sur le désir et sur le manque. Et j'imagine, je veux surtout pas me mettre à votre place, messieurs, que quand tout s'arrête de façon brutale, même si aujourd'hui je crois savoir quand même que les choses se préparent davantage, plus en amont. Ce manque, il est là, et c'est ce qui m'intéresse en tant qu'écrivain parce que c'est la dimension tragique de ce sport. Ce sport-là, c'est une tragédie en 3 actes. C'est un western, c'est un opéra avec, de façon très symbolique, le sang d'un meurtre. C'est tout ça qui me le fait aimer. On peut me dire, ouais, le rugby professionnel et patati et patata. J'en ai strictement rien à faire. L'essence de ce sport, il est intact. Voilà. Il y a rien qui se prépare à l'après. Parce que l'homme qui démarre à 20 ans n'est plus le même qu'à 30, et avec une vie de famille. Et quand ça s'arrête, même si on le prépare, cette vie-là que l'on a connue depuis nos plus jeunes âges, quand on démarre le rugby, il y a rien qui puisse nous préparer à ça en fait. Ouais, mais c'est ce que moi je pense, mais j'ai essayé d'ajouter une note un peu plus favorable. Mais c'est vrai que je pense souvent, j'ai une admiration sans borne. Autant il y a des joueurs qui me touchent pas quand la première partie de leur carrière, et puis quand arrive l'heure de raccrocher, les savoirs, je pense à Cocotte par exemple, il s'arrête pratiquement une saison, il renaît, je trouve ça formidable. Et il a été conservé en plus après la Coupe du Monde par le Stade Français. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit le saluer ou alors se dire que finalement il faut savoir s'arrêter? Mais en tout cas, au travers de ce témoignage, de celui de Johan, de votre livre aussi, eh bien ça permet de prendre de la distance, de se nourrir et puis de basculer sans doute sur autre chose et puis de rêver. Voilà cette littérature du rugby qui est toujours riche, et c'est l'une des forces. Alors vous voyez Quentin Cabanis qui est en train de froncer les sourcils parce qu'il est 19h59 et qu'on est très en retard. Et voilà, Benoît, en tout cas, je voulais vous remercier. On rappelle le titre de votre livre, Le ciel a des jambes, édition du Volcan, prix du meilleur livre de rugby, voilà, le prix Bibliothéca. Et on était très heureux de vous recevoir dans le studio de Sud Radio. On pourrait et vous restez bien sûr avec nous jusqu'à 20h30. Allez, on se retrouve dans un instant. Merci sur Sud Radio. Les infos à suivre bien sûr, et puis les invités également qui vont se succéder dans le MAG. 20h05 sur Sud Radio, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre si vous nous rejoignez. On parle de rugby, c'est la 9e journée du top 14 que l'on a vécu depuis 15 heures sur notre antenne. On est dans le MAG, on est là avec Johan Huget, avec Philippe Spanghero bien sûr, notre équipe, Alexandre Priem, Quentin Cabanis et puis notre invité Benoît Janté, auteur du livre Le ciel a des jambes. Dans un instant, on parlera de Pro D2, mais on va aussi se projeter sur le match qui va débuter dans 1 heure et on le vivra en intégralité sur Sud Radio. C'est Clermont Racing avec Julien Vert qui est avec nous en direct de Clermont, avec on va dire ce Clermont qui nous a plutôt ravis en ce début de saison, même si la dernière fois contre Toulon, eh bien ça s'était pas bien terminé, mais en tout cas ce soir il y a un gros match que l'on va vivre, Julien. Bonjour à toutes et à tous, et j'ai eu un peu l'impression d'être avec vous puisque vous m'avez accompagné bien sûr tout au long du trajet. J'écoutais le multi et c'était très agréable à vivre. En tout cas en tant qu'auditeur, je tenais à vous le dire, c'était très sympa cet après-midi. Malgré Alexandre et Quentin. Ah oui, bah après moi, ça me fait plaisir. Comme chaque auditeur, hein, chacun a ses préférés, mais voilà, c'est. Gros match ce soir. Hein. Gros match ce soir. Alors il fait très froid, ça c'est pas un scoop. Hein. Le thermomètre a oscillé entre les -2, -3, -4 tout au long du trajet. Donc ça va forcément peut-être un petit peu jouer sur la qualité des débats qui nous sera proposé ce soir. Mais c'est vrai que cette équipe de Clermont, elle reste paradoxalement cette saison, elle nous présente un visage un petit peu plus
séduisant, mais elle reste également sur le revers donc dont vous avez parlé à domicile face à Toulon, mais aussi sur une défaite finalement assez large à Toulouse malgré une prestation qui aurait peut-être mérité un meilleur sort. Et donc eh bien les Clermontois, ils veulent tout simplement remettre l'église au centre du village, c'est leur propre mot cette semaine. Ils veulent s'imposer, ils veulent montrer qu'on ne perd pas 2 fois de suite au Michelin. Le seul souci pour eux, c'est qu'en face il y a quand même cette équipe du Racing qui est première, qui se promène entre guillemets sur ce championnat, qui fait des rotations. Ce soir il y en aura 12 dans le 15 de départ et qui, on n'a pas l'impression qu'elle perd de qualité sur ce qu'elle peut proposer. Donc on verra, il y a quand même pas mal de rotations du côté du Racing. 12 changements, vous voulez dire? Ouais, 12 changements dans le 15 par rapport à l'équipe qui s'est imposée la semaine dernière. On a laissé du monde au repos, hein, au repos Colissi, Gibert, Ficou, Saïli, Arundel et Imhoff, pour vous donner un petit ordre d'idée, mais vous inquiétez pas, il y aura du beau monde quand même sur la pelouse tout à l'heure. Et puis côté Clermontois, il y aura aussi surtout le retour d'un homme qui change tout, c'est Benjamin Rodapileta qui la semaine dernière était au repos du côté de Toulouse et qui vraiment s'est imposé comme le maître à jouer de cette équipe de Clermont. Donc ça promet un match très intéressant à suivre, coup d'envoi à 21h05 au Michelin. Ouais, ben voilà, dans moins d'une heure, on va vivre ça en direct en intégralité. Merci Julien, à tout à l'heure bien sûr. On est toujours avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero, et on est heureux d'accueillir avec nous le nouvel entraîneur de Brive, l'homme fort de Brive, c'est désormais Pierre-Henri Broncan qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Voilà, avec le sourire, parce qu'on va parler Pro D2. Hier, Brive a renoué avec le succès, ou en tout cas a retrouvé des couleurs en l'emportant face à Mont-de-Marsan 23-16. Voilà, de bons débuts, Pierre, pour ses débuts avec le CAB. Oui, un match très dur hier soir contre Mont-de-Marsan, mais ouais, une victoire à 4 points et des Montois qui repartent donc sans le bonus défensif, donc c'était une bonne soirée. Ouais. Alexandre Priam, vous qui suivez détaillé bien sûr cette Pro D2 sur Sud Radio le vendredi soir, la bonne opération elle est à la fois pour Pierre-Henri pour ses débuts avec Brive et puis sur le plan comptable. Hein. Ah oui, non, c'est une excellente opération effectivement pour Brive, parce que bien cette victoire donc 23-16 permet au CAB de revenir dans la première partie de tableau à la 8e position, mais il y a aussi ce qui a été montré sur le terrain, notamment des séquences défensives qui ont été très importantes du côté de Brive. On a longtemps, pendant des saisons, Pierre-Henri Broncan de Top 14 ou de Pro D2, salué les valeurs de Brive. On sait que c'est un public quand on va jouer là-bas qui est assez difficile, qu'il y a toujours une grande défense, une grande part au combat. Est-ce que cette identité-là, vous voulez la remettre au goût du jour du côté du CAB? Oui, parce que ça fait partie vraiment de la culture, de l'entité de ce club. Ça s'était un peu éloigné dernièrement et on a un groupe de joueurs valeureux, de qualité, avec aussi beaucoup de joueurs formés au club. Mais bon, voilà, il y a une grosse connexion et communion à avoir avec notre public. Et aujourd'hui, voilà, hier soir, c'était un match avec quand même beaucoup de déchets aussi, mais je veux dire, oui, la défense, c'est une très grosse conquête hier soir de la part du paquet d'avant-brivistes, ont permis de remporter ce match, et c'est des bases dans le rugby actuel de toujours d'ailleurs importantes, et d'autant plus en Pro D2. Vous avez repris Brive, on disait, ou en tout cas que vous aviez été approché par Montpellier, Pierre, est-ce que c'est le choix que vous avez fait, c'est le choix de la Pro D2, ou alors vous étiez déjà engagé avec Brive avant d'être sollicité par Montpellier? Non, j'étais pas engagé avec Brive avant d'être sollicité par Montpellier, mais c'est deux projets complètement différents, voilà. Après, un peu plus de proximité aussi entre Brive et le Gers. Région, le Gers. On habite dans la famille, voilà. Puis après, voilà, c'est un club qui me correspond bien. Brive, j'aime bien ce genre bien sûr, d'endroit, très rugby, très terroir aussi, et voilà, ça me correspond bien. Donc c'est un choix. Voilà, vous avez eu en gros 10 jours pour préparer le premier match. Pierre, c'est ça, non, à peu près. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait en 10 jours? On resserre les boulons. On travaille essentiellement sur un peu sur l'état d'esprit, la défense. Sur quoi vous avez pu influer dans un temps aussi réduit?
On a changé un peu les plannings d'entraînement, on a changé un peu les semaines types, on a commencé à s'entraîner un peu le week-end aussi, parce que cette Pro D2 on joue en semaine, on joue le jeudi ou le vendredi, et donc on peut pas se passer de s'entraîner, je dirais, le samedi ou le dimanche parfois. Et après, bon, simplement juste une philosophie de jeu un peu différente. Et, on est aujourd'hui dans un rugby quand même, on le voit bien, où les défenses sont très fortes et où il faut être capable de mettre sous pression les adversaires pour obtenir des bons ballons de contre-attaque ou des bons turnovers dans des défenses justement déstructurées. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. On est loin de le réussir aujourd'hui, mais c'est une première étape qu'on a passée hier soir. Ouais. Philippe Spanghero est avec nous, peut-être une question ou une remarque pour Pierre-Henri Broncan. Ouais, une remarque. Je pense que c'est un déclic important cette victoire hier, puisque on le disait depuis le début de la saison, il y avait un manque de confiance flagrant dans cette équipe, parce que quand on voit l'effectif sur le papier, forcément, Brive jouait pas à son niveau. Mais victoire importante, parce qu'on le dit tout le temps, c'est vrai, on est surpris d'à quel point ce championnat est dense. Mais quand je regarde le classement aujourd'hui, c'est Aurillac qui est 6e à 29 points. Et le premier non relégable est à 23 points, 14e. Donc entre le 14e et le 6e, il y a 6 points d'écart. Donc voilà, ce championnat, c'est une course de fond au mental, et la dimension psychologique est hyper importante. Yoann Huget, peut-être une remarque également pour Pierre. Vous le connaissez bien, voilà, son choix de Brive notamment. Ça vous a surpris, vous, Yoann ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et ouais, comme il a dit, c'est quelque chose qui le caractérise. Il est très terroir, il aime ça, il aime le rugby. C'est un passionné avant tout, Pierre. Donc déjà, on n'est pas surpris par son choix. Et il a un effectif de qualité. Mais quand j'ai lu sur une interview où tu disais, Pierre, t'appuyais sur des jeunes qui arrivent issus du centre de formation. De la formation briviste, notamment le petit Garbonneau, où tu dis il est jeune, mais quand il joue, j'ai l'impression qu'il a 30 ans. C'est-à-dire qu'il est lent, ou ça veut dire qu'il a de l'expérience et qu'il est déjà très mature pour son âge? Ouais, c'est tout simplement, c'est des gosses qui ont commencé le rugby à 6-7 ans et qui ont baigné dedans. Je pense que Léo, il était dans les vestiaires quand son papa jouait, donc il a vu passer, je pense, un paquet de joueurs de rugby autour de lui, et je pense qu'il a bouffé des matchs en pagaille. Donc je pense sincèrement que c'est un garçon qui à l'école devait dessiner des terrains de rugby et des schémas tactiques en faisant ses devoirs. Donc tu sais, c'est facile à entraîner ces gosses-là. C'est les plus faciles à entraîner. Ils vivent au rugby. Non, bien sûr. Donc du coup, tu vas t'appuyer sur eux, quoi, pour l'avenir. Oui, bien sûr, parce que il y a cette qualité de la formation, un briviste vraiment, avec des garçons qui travaillent beaucoup, qui pratiquent beaucoup le rugby. On voit toutes les équipes de jeunes à Brive. Elles sont performantes, hein, que ce soit les espoirs, Crabos ou les cadets aujourd'hui. Ce sont des équipes performantes dans le championnat français. Donc voilà, on ressort de très bons joueurs pour le secteur professionnel. Et puis voilà, c'est important aussi, l'identité du territoire. Ça fait quand même venir du monde au stade, et les gens sont derrière ces jeunes-là. Donc, et puis pardonnent plus facilement à ces jeunes-là aussi. C'est normal. Donc voilà. Donc on en a quelques autres là qui vont arriver dans peu de temps et qui ont vraiment des grosses qualités, hein, sincèrement. Donc vous êtes. T'as quand même une. Pardon. Ah non, vas-y, Yoann. Il y a quand même une similitude entre Castres et Brive, quand même, non? Je sais pas, d'un point de vue extérieur, c'est deux clubs qui de l'extérieur qui se ressemblent. Ça ressemble, mais Castres, il y a quand même Toulouse à côté. C'est pas très loin. Donc ça, c'est la problématique du Castres Olympique, ou c'est ce qui fait la force aussi peut-être du Castres Olympique. Brive, c'est quand même une région, voilà, c'est quand même complètement isolé dans le rugby professionnel. Il y a ensuite Périgueux et Limoges qui sont national et national 2, tu vois. Donc autour de Brive, on est un peu tout seul, et on a un bassin quand même de jeunes avec des bonnes écoles de rugby autour. Voilà, qui permet de drainer un peu plus que. Il y a clairement pas loin, non?
Clairement, c'est loin. C'est très, très, très loin. Très, très, très loin. C'est ce que vous dites, Pierre-Henri, à Mathis Ferté, à Léo Carbonneau. Clermont, c'est très, très, très loin. Parce que on imagine que ces joueurs-là, ces jeunes joueurs, plein de talent, il y a forcément les clubs de top 14 qui les contactent. On imagine bien l'idée. Ouais, bien sûr, mais ça fait partie de. Ouais, c'est pas grave ça. C'est pas grave du moment que ces clubs-là payent quelque chose en retour. Et c'est pas grave. L'argent sera mis dans la formation. Et je répète, on a un très bon joueur. Vous savez, je pense qu'on a le futur talonneur de l'équipe de France à Brive, qui est en Crabos aujourd'hui. Donc voilà. Ah oui. Donc on en a d'autres qui sortiront. Vous voulez pas donner son nom, c'est ça? Pierre, la dernière fois que tu nous as parlé d'un talonneur, c'était Gaëtan Barlot. Il venait d'arriver à Castres et tu nous as dit il sera en équipe de France. Sincèrement, il sortait de la Pro D2. Donc là, tu es obligé de nous donner le nom de ce jeune joueur parce que si tu nous dis ça, c'est qu'il va aller loin. Je vais pas donner le nom parce que s'il écoute, il va prendre la tête va gonfler, donc c'est pas la peine. Mais non, mais sincèrement, c'est comme ça. Et puis nous, on en profite justement. La force aujourd'hui de ce club, c'est quand même de profiter de Léo Carbonneau et de Mathis Ferté. Ils ont 18-19 ans seulement, mais on en profite dans le secteur professionnel, dans l'équipe première, et après ils partiront bien sûr si on n'est pas capable de remonter ou si on n'est pas capable d'être ambitieux. Mais bon, oui, peut être ambitieux peut-être dans le futur, on verra. Mais bon, en tout cas aujourd'hui on les a chez nous, on est très content de les avoir, et puis il faut pas non plus griller les étapes. Ils sont quand même très jeunes, je le répète, et ils ont besoin de maturer dans leur club et dans leur famille aussi, voilà. Pierre-Henri Broncan, la dernière fois qu'on s'est parlé sur Sud Radio, tu étais dans le staff de l'Australie à la Coupe du Monde avec un certain Eddie Jones qui est visiblement un forçat de travail, qui t'a persécuté avec des réunions, enfin tout son staff, mais enfin t'as tenu bon, en tout cas avec des réunions incessantes. Qu'as-tu retenu de cette expérience et est-ce qu'il y a des petites choses que tu appliques aujourd'hui dans cette expérience à Brive? Oui, quelques petites choses, et puis voilà. Mais la première, c'est de retravailler. Ça a surpris un peu le staff, les joueurs, et notamment de travailler, puisqu'on a travaillé samedi, dimanche, tu vois, le week-end dernier. Mais bon, comme j'ai dit aux joueurs, si on veut pas travailler le dimanche, et au staff, je dis la même chose, si on veut pas travailler le dimanche, c'est pas compliqué, on n'a qu'à jouer en top 14 et on sera libre le dimanche. Mais aujourd'hui, on est en Pro D2, on joue le jeudi ou le vendredi, donc avec un jour off dans la semaine, on peut pas quand même se permettre de travailler seulement 3 jours dans la semaine et de jouer. Donc voilà. Et je sais que Eddie nous faisait beaucoup travailler, mais voilà, si on veut progresser, il faut quand même qu'on travaille. Est-ce que Arnaud Mella te surnomme Eddie maintenant, Pierre? Arnaud est emmerdé parce qu'il y a la chasse au milieu à faire. Mais non, mais bon, après Arnaud, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et sur lequel je m'appuie bien évidemment. Et voilà, il y a des connexions rapides. C'est presque un Gersois. Il est bigourdan. C'est presque un Gersois. C'est un faux Gersois. Voilà. Mais pour parler des jeunes de Brive, rien à voir, bien sûr. Suivez mon regard avec ce que disait Pierre-Henri Broncan, mais on vous conseille quand même de suivre Quentin Alguet, le talonneur de Brive, des Crabos. Je connais pas. Non. Chouette prénom. Oui. Bon, je veux pas dire, mais les U16 ont perdu à Bègle il y a 2 semaines, les U16 de Brive. 26-6, c'est ça? 20-15. Match aller. Mais c'était un bon match. C'était du bon rugby. Moi, j'ai 26-6, François. Non, 20-15, j'ai vu le match. Donc, c'est pour ça, non? Oui, tout à fait. Mais en tout cas, petite parenthèse refermée, c'est vrai que ça a pesé le choix, dans ton choix, le fait qu'il y ait la présence d'Arnaud Mella, que tu connais bien, Schvelidze également devant, qui était déjà dans le staff, de conserver aussi ces gens-là que tu connaissais bien. Oui, mais ça permet d'avoir une intégration plus facile. Je savais où je mettais les pieds aussi, donc voilà, quand tu arrives en cours de saison, c'était la première fois que ça m'arrivait quand même, mais il fallait aller vite. Heureusement, on n'avait pas de match le week-end d'avant, mais voilà, ça a été très rapide. Et puis après, il y a la qualité de la conquête briviste quand même. Ça fait quelque temps que la touche offensive ou défensive de Brive est bonne, que la mêlée est bonne, donc je savais que le travail était de qualité et avait des joueurs de qualité aussi, donc voilà, je n'étais pas inquiet dessus, et c'est vrai que ça m'a permis de m'intégrer très facilement dans le club de Brive. T'es bien, Pierre, sur les cadeaux de Noël, parce que ça approche, tu sais.
Les cadeaux de Noël, c'est la première fois qu'on va avoir 15 jours de vacances. Un Pro D2, c'est le top, c'est quand même, c'est presque un Club Med, la Pro D2, tu vois, c'est par rapport au top 14. Ouais. Cadeau de Noël, on a un conseil parce qu'il y a l'auteur du livre qui a gagné le prix du meilleur livre de rugby qui est avec nous dans le studio, qui s'appelle Benoît Janté, Le ciel a des jambes, et qui a gagné ce prix il y a quelques jours. Donc voilà, c'est un conseil cadeau si jamais t'es un petit peu dans, tu vois, entre Brive et le Gers pour offrir tu peux t'arrêter à la maison de la presse, ça te fait une idée cadeau. Voilà, c'est ça aussi. On peut être une émission pratique, en tout cas pour les entraîneurs qui sont souvent absorbés par leur métier qui est leur passion. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Beaucoup. Et bien sûr, on suit la saison sur Sud Radio. Toujours un plaisir. La radio de la Pro D2. La radio de la Pro D2, la radio du rugby. Point. Et donc de la Pro D2, le vendredi soir, vous suivez ça avec Alexandre, avec Philippe, avec toute l'équipe, et c'est toujours un plaisir de vous écouter. On va te saluer, Pierre. Bon courage en tout cas, et on va enchaîner bien sûr sur le qui je suis. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on se connaît pas, présentez-vous. Voilà. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Et oui, on rappelle ce magnifique discours du capitaine du CRS Sportif qui est devenu du coup le jingle du qui je suis, qui a la ceinture. Eh bien, c'est Johan Huget qui a la ceinture actuellement parce que Philippe Spanghero l'avait pris samedi dernier, et puis Johan a battu Philippe dimanche dernier. C'est donc Johan Huget qui a la ceinture. On rappelle comment ça va se passer. Le premier arrive à 2 points. Et... Comment, Johan? Il a pris un jour, Philippe. Seulement un jour. Ah oui, tu l'as subtilisé des mains. Le premier arrivé à 2 est qualifié pour la finale. Il y aura donc 2 finalistes, 3 participants. Il y en a un qui ne se qualifiera pas ce soir. Et ça, c'est quand même problématique, on le sait. Je suis né, du côté de Appia. Et je joue moi Appia, c'est... Oui. Ah, bien sûr que tu joues, François. François, Johan, Philippe. Ah oui. Je veux votre prénom avant que vous donniez votre réponse, s'il vous plaît. Je suis né à Appia, au Samoa. Mais j'ai commencé ma carrière en Nouvelle-Zélande à Manukau, puis ensuite à Canterbury Crusaders, où j'étais un joueur phare du Super Rugby, avant de partir au Cardiff Blues, au Munster, et de terminer ma carrière au Racing 92. Comment, François? Lolala, pas François, Kaizé Lolala. Kaizé Lolala, point pour François. C'était déjà 1 point pour François. Bon, il n'avait pas dit son prénom avant, mais bon, on passe. Je suis né à Paris en 1984. J'ai commencé ma carrière chez les jeunes au Stade Français Paris avant de... Oui, François. Benjamin Kaiser. Benjamin Kaiser, 2 points. François est en finale. François attend désormais soit Philippe Spanghero, soit Johan Huget. Alors là, c'est exceptionnel. Ah ben là, il y a une triche quand même. J'ai du mal. Il y a une triche. Je veux dire, il y a quand même des affinités particulières entre les deux hommes. Voilà. Je suis né en 1988 à Bourgoin-Jallieu. J'ai commencé d'ailleurs chez les jeunes là-bas, même chez les pros d'ailleurs. Philippe. Oui, Philippe. Morgane Parra. Non, pas du tout. Ce n'est pas Morgane Parra. Il a commencé à Metz. Philippe, je pense qu'il faut que tu changes ton micro. Il faut que tu restes près du micro, Philippe, sinon on t'entend mal. Ouais, on t'a pas entendu là. Il a pris un coup de massue. Il a pris un coup de massue. Ouais, il est pas bien là, Philippe. J'ai donc commencé ma carrière à Bourgoin-Jallieu, où je suis né, j'ai été formé avant d'aller au Stade Toulousain en 2009. Johan Huget. Non, c'est Johan. C'est Johan. Yann David. C'est Johan. Point pour Johan Huget. Yann David. Ah, mais putain, mais c'est ma Wi-Fi qui rame là. Je l'ai dit avant. Il a dit Johan avant. Il a dit Johan avant. Le Johan, j'ai entendu Johan avant. Toujours une excuse, ce mec, c'est incroyable. On rappelle qu'il ne faut plus qu'un point à Johan Huget pour être qualifié. Je suis né au Puy-en-Velay en 1983. J'étais formé au CO Puy, puis à Montferrand, où j'ai fait 13 ans de carrière professionnelle, 2002-2015, avant de terminer ma carrière à Montpellier. Julien Malzieu. Julien Malzieu, qualification pour la finale de Johan Huget, élimination, 0 point pour Philippe Spanghero. Huget, je te le dis, je coupe mes WhatsApp, tu vas être infect, je marche sur l'eau, c'est pas ça que t'avais dit alors? Arrête. Il s'est noyé le mec depuis.
C'est donc désormais le premier arrivé à 3 points pour cette finale. Entre Yoann Huget et François Trio. Je suis né à Lavelanet. Je suis né à Lavelanet. Dans l'Ariège. Ouais. En quelle année? Philippe. Non, Philippe, tu n'as pas le droit de jouer. Non, Philippe, tu n'as pas le droit de jouer. Couper le micro de Philippe. Non, tu n'as pas le droit. J'ai été formé au Stade Toulousain entre 2001 et 2007. Non, François. Non, c'est Yoann. Non. Et pourquoi il dit non? Non, c'est Yoann. C'est Yoann. Yoann, on t'écoute. Formé en 2001, t'as dit, c'est ça? 2001-2007 au Stade Toulousain, il a commencé chez les pros. Benoît Babi. Yoann Huget. Point pour Yoann Huget. Je suis né à Clermont-Ferrand. On m'appelait... Alors j'ai un surnom, je sais pas si je peux le dire. Mon surnom est le Chinois. Yoann Huget. J'en dis... Yoann Huget. Ah, c'est l'arrière. Ah, j'ai oublié. Anthony Floch. Deuxième point pour Yoann Huget. Ah, c'est exceptionnel. C'est pas fini? Non, c'est en 3. Non, c'est le premier arrivé à 3 points. Attention, Yoann. Attention. J'ai commencé ma carrière au Stade Français Paris, mais je suis né en Moselle. Ma carrière chez les jeunes seulement au Stade Français Paris, parce que je n'accède pas au groupe professionnel. Je pars donc à Oyonnax 2005-2006, puis à Rumi. François Diaby. Non. Je vais ensuite à Rumi, puis à Béziers 2007-2009, à Aix-en-Provence 2009-2010, au Stade Montois 2010-2013, au Biarritz Olympique. Et c'est là que ma carrière décolle, 2013-2014. Je deviens international, joueur de l'équipe de France, en arrivant à Toulon 2014-2016, et j'ai terminé ma carrière à Lyon en 2019. Yoann Huget pour la balle de match. C'est le pilier gauche. Il est effectivement pilier gauche. Ah oui. J'ai écrit en plus tout à l'heure. Peut-être que François peut répondre. François? Minini. Victoire de Yoann Huget, exceptionnelle victoire de Yoann Huget. Alors là, il a roulé sur la finale, il garde la ceinture. Contre qui il a joué, c'est trop facile. Non, mais c'est déséquilibré. Je vais faire une réclamation auprès du board international du qui je suis. Non, mais honnêtement, François, il faut que tu sois beaucoup plus éclectique, Alex. Tu t'arrêtes à des mecs qui sont nés après 90. Parle des joueurs des années 80. Anthony Floch. Mais ça va, il est 83. Benoît Babi, c'est pas ton ami. Anthony Floch. C'est pas ton ami, Benoît Babi? Mais Benoît Babi. Mais j'avais perdu, j'étais pas en finale, je l'avais avant tout le monde. C'est pour ça que j'ai parlé, on m'a coupé la chic. Arrêtez un peu. Vous êtes insupportable. Voilà, c'est donc ça le qui je suis. Hein. Ça fait ce genre de dégâts. Bien joué, tu reviendras plus fort. Philippe, tu reviendras plus fort demain, j'en suis sûr. Ouais, voilà. Demain, il y a la revanche avec Yoann et Philippe. Yoann qui sera donc en direct du Stade Français Paris demain, hein, Yoann, pour un Stade Je Français. crois que j'ai pas choisi le bon match. Hein. Vu le froid qu'il va faire. Alors là, vous m'avez vraiment, c'était un piège. On est à côté, piégé, Alex. Qui fait très froid. Tu seras dans la tribune presse avec Rémi Dos Santos demain. Après, on va te préparer un deuxième micro-casque. Ouais, faut pas qu'on oublie le deuxième micro-casque pour Yoann Huget. Je vais passer le message, mais voilà. Merci François. Très belle soirée. Merci à vous. Alex, surtout, on a des couvertures pour demain ou pas? On va voir. On va contacter le Stade Français Paris si tu veux. T'auras du vin chaud. Il y a Yoann Huget, ils vont trouver quelque chose. T'auras du vin chaud. Et merci beaucoup Benoît Jeantet d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Le ciel a des jambes. Ouais. Allez. Aux éditions du Volcan. Allez, bon, on retrouve Philippe tout de suite pour sa chronique, hein, Alex, et puis le match à 21h05, Clermont, Racing. Excellente soirée à tous.